Si cette femme est ainsi vénérée, c'est parce qu'elle a été élue à vie pour représenter une figure mythique du pays, l'unique reine de l'histoire du Bénin, la reine Tassi Angbe. C'est la reine Tassi Angbe qui a conduit pour la première fois des femmes à la guerre. Elles étaient comme ses sœurs et comme les filles de ses sœurs. C'est cette reine qui a formé un corps d'armée de femmes. C'est elle qui nous a laissé en héritage la mémoire de ces guerrières courageuses. Si elle n'avait pas fait tout cela, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Celle dont on parle aujourd'hui, c'est Tassi Angbe. Cette reine a marqué l'histoire du Bénin quand ce petit pays tout en longueur du golfe de Guinée, vert de ses milliers de palmeraies et sillonné de lagunes et de rivières, abritait le royaume du Dahomey. Fondé par le peuple Fon au XVIIe siècle, le Dahomey est alors l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Durant 3 siècles, 13 rois se succèdent à Abomey, la capitale du royaume, âprement défendue par ceux qui sont en charge de la protéger. Ceux, ou plutôt celles. Car à partir de 1708, le corps d'armée du royaume du Dahomey se trouve exclusivement composé de femmes appelées Agoji, ce qui signifie « tiens-toi loin de moi ». Or, c'est à la reine Tassi Angbe, la seule femme qui ait régné à la tête du Dahomey, que les Agoji doivent leur existence. Et leur mythe sanguinaire aussi. Au Bénin, elles sont le symbole de la bravoure au féminin. Les grandes pages du royaume du Dahomey se sont écrites à Abomey, au nord de Cotonou. Cette petite ville de 90 000 habitants était alors la capitale des rois et leur centre de décision. À Abomey, comme l'exige alors la tradition, seuls des hommes occupent le trône. Jusqu'à ce qu'en 1708, à la mort du roi Akaba, une autre tradition prenne le pas et vienne bouleverser l'ordre des choses. Il se trouve que le roi a un jumeau. Or, selon les croyances populaires, les jumeaux sont les 2 faces d'un même miroir, et si l'un meurt, l'autre prend ses fonctions. Mais le jumeau de feu Akaba est une jumelle. Voilà comment une reine se retrouve sur le trône, sous le nom de Tassi Angbe. Le vieux quartier d'Agbo Jananganto est à l'emplacement de son ancien palais. Depuis, de génération en génération, une représentante de l'unique reine du Dahomey est élue par la communauté. J'honore la mémoire de mon ancêtre Tassi Angbe et de ses traditions à travers mes attributs royaux. Le casse-tête pour faire la guerre et la récade avec les insignes de la reine. Je ne peux les laisser en aucun cas quand je me déplace. J'ai toute une cour autour de moi, comme la reine autrefois. Mes princesses et moi assumons ces responsabilités avec joie. Mes parures montrent que je suis capable des mêmes actes qu'un homme, comme Tassi Angbe l'a fait à l'époque. Même si le rôle de la représentante est honorifique aujourd'hui, on prend très au sérieux le protocole royal et l'esprit de l'époque. Car dès le début du XVIIIe siècle, au sein d'une société ultra-patriarcale, la reine Tassi Angbe se révèle pour le moins féministe. La reine Angbe a recruté des femmes et leur a donné une importance nouvelle dans la cité royale. Elle a décidé que les femmes devaient aller à la chasse, faire de l'élevage, de la poterie, pratiquer tous ces métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Mieux encore, Tassi Angbe décide de se constituer une garde rapprochée exclusivement composée de femmes recrutées très jeunes parmi les esclaves.
Ainsi prennent corps les Agodji. Mais progressiste ou pas, Tassi Angbe n'est qu'une régente sur le trône. Au bout de 3 ans, elle doit laisser la place au nouveau roi, Agadja. Depuis, le nom de Tassi Angbe a presque été effacé des manuscrits royaux. Mais son combat féministe, lui, connaît une suite dans l'histoire. Ses successeurs vont tous, à leur tour, s'entourer d'Agodji. C'est au cœur de la cité des rois d'Abomey qu'elles ont le privilège de vivre. Un site autrefois vaste d'une 50aine d'hectares où tous les palais des rois ont été successivement érigés. Seuls demeurent aujourd'hui 2 édifices inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ces palais composés à l'identique de grandes cases aux formes et aux matériaux sobres, les décors en bas-relief permettent d'identifier le monarque qui les a fait construire. Celui-ci est ainsi l'œuvre du roi Gezo, qui règne au début du XIXe siècle. C'est dans la cour intérieure que se déroulait la vie administrative du royaume. C'est ce grand bâtiment qu'on appelle Adjalala, qui au fait était la case où le roi gérait son conseil de trône. Donc quand vous venez devant les Adjalala, il y a toujours des symboles qui sont en bas. Comme ici, vous avez un buffle. Le buffle est un des symboles du roi Gezo. Il dit que quand le buffle il est énervé et quand il baisse la tête, qu'il ramasse tout sur son passage. Donc c'est un message envoyé à ses ennemis pour dire « Ne me fâchez pas, il faut savoir comment vous comporter avec moi ». Un phacochère pour le roi Akaba, un requin pour le roi Béanzin. Autant de symboles de puissance, alors que le royaume est dirigé par des rois-dieux entourés de femmes. Au même titre que ses nombreuses épouses, les Agodji sont la propriété du roi. Elles vivent à ses côtés dans des cases en terre de latérite, aujourd'hui disparues. Cette proximité même avec le monarque explique qu'elles sont vénérées par tous les sujets. Et plus encore quand elles se mettent en scène, comme cette troupe de comédiennes qui réinterprète aujourd'hui les danses des gardes au féminin défilant crâne rasé, parés d'ossements, dans l'enceinte de la cité royale. C'est une danse exécutée avant d'aller en guerre, pour se motiver, pour se donner des forces et pour être prêt psychologiquement et physiquement. Il y avait une cour de parade des Amazones et c'est l'endroit où elles venaient émerveiller et aussi mettre de tierces personnes en garde. Donc à travers leur danse pour prouver qu'elles ne sont pas n'importe quelle femme. Toutes doivent rester vierges. Quiconque se révèle leur amant est aussitôt exécuté. La légende dit que moins d'hommes seraient morts au combat qu'en essayant d'approcher sentimentalement une Agodji. Vous devez rester à distance pour les observer. Donc quand elles passent, tout le monde s'écartait sur le passage. Quand on parlait des Amazones dans le royaume, il y a certains qui se faisaient tout petits, notamment les hommes. Les souverains successifs, en revanche, vont vite comprendre que les Agodji peuvent être plus qu'une simple garde rapprochée. Au XVIIIe siècle, le roi Agadja fait preuve de ruse pour agrandir les territoires du royaume. Agadja a utilisé les femmes pour faire de l'espionnage, parce que on ne pouvait pas imaginer que des femmes pouvaient jouer ce rôle. Donc on les envoyait pour aller prendre des informations sur les régions à conquérir, pour voir là où il y avait les poudres à canon. Les Agodji franchissent ainsi les murs de la cité des rois d'Abomey, formant désormais une armée de défense. À partir du roi Gezo, qui règne de 1818 à 1858, c'est le royaume tout entier qu'elles ont à protéger. Et en particulier, l'un des territoires les plus sensibles du royaume, un long ruban de 120 km qui relie Abomey à Ouida, la route des esclaves.
Depuis le XVIIe siècle, les esclaves constituent un véritable butin. Capturés lors de razzias par les souverains du Dahomey, ils sont ensuite échangés sur la côte contre les armes ou les marchandises des colons. Au kilomètre 1, à la sortie d'Abomey, un totem rend hommage aux millions d'esclaves qui ont ainsi parcouru à pied cette route du calvaire, aujourd'hui fréquentée par des paysans. Les esclaves, quand ils quittent Abomey, c'est toujours très tôt le matin. En réalité, même le commerce se faisait en catimini. Les gens du royaume n'étaient pas au courant. D'où le départ très tôt le matin, vers 3h, 3h30. Donc, ils étaient enchaînés. Donc, au départ, ils étaient enchaînés au pied. Et là, on s'est rendu compte qu'ils ne marchaient pas très bien, c'était lent. Donc après, on a mis les chaînes au cou, toujours pour les empêcher de fuir. Pendant le règne de Guézo, plus de 5000 agodjis sont recrutés et nombreuses sont celles affectées à la surveillance de cette route hautement stratégique. C'est Guézo vraiment qui a recomposé l'armée des agodjis. Et là, les a scindés en régiments avec des spécialités. Où il y en a qui étaient des faucheuses, il y en a qui tiraient à l'arc, il y en a qui... Bon, voilà. La première formation, c'était le combat corps à corps. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'armes à feu. Il y avait des formations dans les marécages, il y avait des formations dans la brousse. Donc, il fallait être apte à tous les environnements possibles, à tous les climats possibles. Et c'était des tout-terrain, au fait. Mais sous le règne du roi Béhanzin, à la fin du XIXe siècle, le destin des agodjis bascule. Après l'abolition de l'esclavage, la France cherche à étendre sa domination coloniale en Afrique équatoriale. En 1892, elle déclare la guerre au royaume du Dahomey. La guerre des Amazones contre l'armée française, c'était une guerre particulière. En ce sens que elle n'avait pas l'habitude d'être attaquée. C'est elle qui allait attaquer au départ. Cette fois-ci, l'armée composée des agodjis avait pour fonction d'empêcher l'armée française de rentrer dans le royaume. Le colonel français Alfred Dodds et ses soldats restent médusés par l'apparence de ces femmes que les colons baptiseront les Amazones du Dahomey. L'aventurier Sir Burton en parle presque avec effroi. Quelques-unes avaient près de 6 pieds de haut et étaient larges en proportion. Tant était le développement musculaire de ces viragos qu'on ne reconnaissait leur sexe qu'à leur poitrine. Au terme d'un demi-siècle de colonisation, le pays devient indépendant en 1960. Malgré leur sacrifice légendaire pour tout un royaume, les femmes agodjis sont absentes des manuels scolaires et ont disparu du paysage. Il faut restaurer cette mémoire pour que les femmes aussi se prennent en charge. Sache que, au fait, avant nous, il y avait des gens qui avaient déjà fait le combat et que nous devons hériter de ce qu'elles ont légué pour continuer le combat, parce que c'est un combat de tous les jours. Dans le centre-ville d'Abomey, comme partout au Bénin, le terme agodji est toujours employé pour décrire une mère célibataire ou une femme effectuant une activité habituellement réservée aux hommes. Preuve que les esprits des agodjis peuplent encore des recoins cachés de l'ancien royaume du Dahomey.